C'est un trésor d'architecture, le berceau de la civilisation birmane. Le symbole d'un empire militaire et religieux à l'apogée de sa puissance. Bagan, la cité des rois, l'un des plus grands sites historiques du sud-est asiatique. Ces 3000 temples sont les ultimes témoins de la splendeur d'une civilisation millénaire. Mais la ville impériale a bien failli disparaître. Le 24 août 2016, la terre de Bagan se met à trembler. Le plus puissant séisme que la cité des rois ait connu depuis plus d'un siècle. En quelques secondes, des centaines de temples disparaissent sous des nuages de poussière. Oh my God. Come on. Come on. Ces monuments résistent depuis des siècles aux caprices du sous-sol. Mais cette fois-ci, les dégâts sont considérables. 389 édifices en partie détruits. Un cataclysme pour le peuple birman, une catastrophe culturelle pour l'Asie tout entière. Face à ce désastre, l'UNESCO mobilise les plus grands spécialistes pour sauver Bagan. Parmi eux, une nouvelle génération de scientifiques. Ces archéologues des temps modernes sont les sauveteurs du patrimoine mondial. Scott vient de San Francisco. Il est ingénieur et architecte. Sa mission, faire une copie virtuelle d'un des plus précieux joyaux de Bagan, le temple aux 5 Bouddhas. Sa meilleure arme, un drone. Pendant 2 heures, Scott va photographier ce temple du XIIe siècle sous toutes les coutures. Une photo toutes les 5 secondes sur un vol programmé à l'avance. Ça, c'est ma cible. Je clique, je place le repère sur le monument, je décale de 40% et je prends la photo suivante. Pour faire une image panoramique à 360 degrés, je dois faire des photos à 47 endroits différents. Je déclenche, je tourne de 15% et je reprends une photo. Et je fais ça 47 fois d'affilée. C'est un outil indispensable pour capturer toutes les facettes d'un monument, en particulier ici à Bagan. Mais le drone a ses limites, notamment pour la modélisation des grands espaces. Pour travailler sur l'environnement du temple avec le maximum de précision, l'équipe de scientifiques décide d'installer au sommet du temple un robot panoramique développé par la NASA. L'appareil capture des images de plusieurs milliards de pixels. Perché à 20 mètres de haut, l'un des ingénieurs joue les équilibristes. Il réalise les prises de vue périphériques pour compléter le travail de Scott. Quand on montre le résultat de notre travail aux gens sur place, ils sont toujours très impressionnés par ces technologies. Ils sont très reconnaissants parce qu'ils utilisent les plans qu'on produit, les modèles en 3 dimensions, les images aériennes pour la conservation des monuments. Les données collectées seront traitées à l'autre bout de la planète, à San Francisco. La capitale mondiale des nouvelles technologies. C'est ici, au cœur de la Silicon Valley, que travaillent Scott et sa bande de geeks. Cette start-up est baptisée Sci-Arc pour Cyber Archéologie. Sur ces machines, les plus beaux sites du patrimoine mondial. La mémoire de l'humanité conservée sur disque dur. À la tête de ces scientifiques ultra connectés, une archéologue, Elisabeth.
Quand une équipe rentre du terrain, elle rapporte énormément d'informations. Pour produire un modèle, nous avons besoin de nombreuses données, des images prises au sol, comme des images aériennes. On doit mettre tout ça ensemble pour fabriquer un modèle 3D. L'un des logiciels qu'on utilise ici pour ça s'appelle « Capturer la réalité ». Et ce qu'il fait, c'est d'importer toutes les différentes sources pour construire un modèle complet. On commence avec un scanner laser. Donc ici, sur ce programme, vous pouvez voir des carrés noirs. Et chacun de ces carrés symbolise la position de notre scanner. Sous leurs airs d'éternels adolescents, les ingénieurs de SCIARC sont les petits génies de l'ère digitale. Wow, j'ai complètement raté mon coup là. Et j'ai gagné. Quand il n'est pas sur le terrain, Scott passe le plus clair de son temps à programmer ses machines. Des semaines de calcul sont nécessaires pour créer ces images en 3 dimensions. Le travail qu'on fait ici a vraiment du sens. On essaye de préserver notre patrimoine culturel pour les générations futures. J'ai la chance de faire partie de cette aventure. Et travailler ici, ça me donne le sentiment de faire quelque chose de vraiment bien. Toujours entre 2 avions, les aventuriers high-tech sont déjà sur le départ. Ils préparent leur prochaine mission en Birmanie. Maintenant, on est rodé. Je peux faire et défaire les sacs en une journée. On sait ce dont on a besoin, on a notre feuille de route. Si jamais il manque quelque chose, si Scott veut rajouter du matériel, comme une caméra, pas de problème. On est prêt en une journée. Ces derniers mois, Scott et son équipe ont déjà scanné plusieurs monuments à Bagan. Mais il leur reste de nombreux temples à numériser. L'UNESCO a dressé une liste de 41 monuments prioritaires. Des temples à examiner de toute urgence avant de pouvoir lancer les chantiers de restauration. Le temple que vous voyez derrière moi, c'est le Sulamani. Il est l'un des plus grands de Bagan. Comme vous pouvez le constater, il a été sérieusement abîmé. Les édifices en péril attendent le verdict des experts. Scott et son équipe vont concentrer leurs efforts sur un temple qu'ils connaissent bien, le temple aux 5 Bouddhas. C'est bon, on y est. Parmi les 3000 temples que compte Bagan, le temple aux 5 Bouddhas est exceptionnel. Son architecture à 5 faces est unique au monde. Scott a déjà scanné l'extérieur du bâtiment avec son drone. Voilà, c'est notre bureau pour la journée. L'équipe de SCIARC va maintenant se concentrer sur l'intérieur du temple. Il y a urgence. En quelques mois, son état s'est encore dégradé. Toutes ces fissures sont nouvelles. Ouais, celle-là, c'est certain. Regarde l'enduit sur le mur. Oh mon Dieu, c'est en morceaux. Et là, t'as vu, c'est nouveau tout ça? Tu vois, l'arche est complètement fissurée. Et même la clé de voûte. Pile poil sur la clé de voûte. C'est dingue, il y a des crevasses partout. Ces temples ont vécu de nombreux tremblements de terre dans leur histoire. Ces bâtiments datent du 11e ou du 12e siècle. Mais combien pourront-ils encore en supporter? Personne ne le sait. Pas certain que celui-ci puisse en supporter un de plus. Au 9e siècle, Bagan est une simple cité au bord du fleuve Irrawaddy. Ces terres fertiles attirent les populations de toute la région. De plus en plus puissante, la ville devient un royaume, puis empire. Au XIe siècle, le roi Anavrata convertit son peuple au bouddhisme. C'est lui qui ordonne la construction des temples. À son apogée, la ville
en compte plus de 10 000. Clara est historienne. Elle est l'une des plus grandes spécialistes de la cité de Bagan. Si Bagan est si vaste, s'il y a autant de monuments religieux, c'est parce que les gens voulaient acquérir des mérites pour avoir une belle vie après la mort et atteindre le nirvana. Au départ, seuls les rois pouvaient faire construire des temples. Ensuite, le reste de la population a eu le droit d'en ériger d'autres. Les gens se rassemblaient et mettaient leurs donations en commun pour construire de nouveaux monuments. Longtemps coupée du monde, la Birmanie veut faire redécouvrir son patrimoine historique. La cité impériale s'ouvre au tourisme. Elle est devenue un enjeu économique pour le pays. L'un des dangers qui pèsent sur le site, c'est le développement très rapide de l'industrie du tourisme et la construction de nouveaux hôtels. Il faut veiller à bien encadrer cette évolution. Ces changements sont bons pour le peuple birman et pour l'économie du pays. Mais il ne faudrait pas que ça ait des conséquences négatives sur le paysage de Bagan. Wintley est architecte. Missionnée par l'UNESCO, elle veille avec passion sur les édifices endommagés. Elle fait partie de cette nouvelle génération birmane qui a étudié à l'étranger, la génération connectée. Ce matin, elle a rendez-vous avec Scott. Il doit lui montrer le résultat du travail réalisé grâce au drone sur le temple aux 5 Bouddhas. Tu connais Davidé? Ouais, je le connais. Et toi, tu connais Mario? Bien sûr que je le connais. Ah, tu vois, on a vraiment plein de potes en commun. On rentre ces nouvelles données et la machine travaille toute une nuit. Donc ça prend 1 heure de vol et 1 nuit de calcul. Le modèle de Scott est un clone virtuel du temple aux 5 Bouddhas. Il permet d'étudier avec une précision millimétrique les dommages causés par le séisme. Un outil qui permettra à Wintley d'évaluer la fragilité du bâtiment. Notre travail à Bagan est particulièrement intéressant. C'est l'un des rares cas où nous avons des données très précises enregistrées avant un séisme majeur et un modèle réalisé après la catastrophe. On peut donc comparer ces 2 modèles et les partager avec les équipes qui sont sur le site pour les aider dans leur prise de décision. Ce qu'on voit là, c'est avant le tremblement de terre. Et là, bien sûr, c'est après le tremblement de terre. Le changement majeur qu'on peut voir, c'est que le sommet a complètement disparu. Quand cette partie est tombée, il a détruit cette face du temple et enlevé toutes ces parties qui sont ici. Le modèle fait au drone nous montre des changements infimes, des déformations de l'ordre du millimètre, des détails vraiment super fins. Dans notre pays, nous n'avons pas vraiment accès à ce type de technologie. Si on essaie de conserver ou de restaurer certaines parties des monuments, on peut le faire très précisément grâce à ces outils. C'est vraiment très utile. Pendant cette mission, on va documenter plus de 100 monuments. On vous donnera toutes les coordonnées. Vous pourrez les rentrer dans un GPS et comme ça, ça vous aidera pour faire l'inventaire. Au fait, on en est où? 3000 temples, c'est ça? Oh, bien plus de 3000. Si on compte les temples, mais aussi les ruines. Lancé une première fois dans les années 70, l'inventaire des temples de Bagan n'a pas été achevé. Le site, jamais classé. Pendant des années, la junte avait verrouillé le pays. Les chercheurs étrangers n'étaient pas les bienvenus. Aujourd'hui, Wintley dresse un nouvel inventaire pour le compte de l'UNESCO. L'objectif, faire un jour inscrire Bagan au patrimoine mondial de l'humanité.
On doit remplir ce genre de formulaire et donner de nombreuses informations sur les temples. La période historique à laquelle ils appartiennent, leur aspect extérieur comme intérieur. On doit aussi prendre des photos et les placer sur la carte. Personne ne connaît exactement le nombre de temples qu'il y a à Bagan. Quand vous regardez les précédents inventaires, ils en avaient recensé seulement 2800. Mais en fait, il y en a plus de 3000. Accompagné d'un autre jeune architecte, Wintley doit retrouver plus de 200 temples qui ne figurent sur aucune carte. Il est où le temple 21? Tu ne connais pas le chemin? Attends, on va poser les deux cartes, côte à côte, pour voir si on peut y aller. On va aller par là. Là, on essaie de trouver le chemin le plus facile, un raccourci en fait. À Bagan, tous les chemins se ressemblent. Sans carte fiable ni GPS, le site est un véritable labyrinthe. Dépêche-toi, Simon, il va pleuvoir. Je pense qu'on est par là. Non, il faut prendre la route là-bas. Mais je pense qu'elle est coupée. On ne peut pas passer par là, les jeunes. Il faut faire le tour. D'accord, on va prendre le chemin du derrière. C'est Indiana Jones, mais sans le trésor. Laissez votre moto ici et passez par là. Il y a un accès. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas de serpent? Non, c'est assez dégagé. Après des heures de recherche, les architectes trouvent enfin le temple 21, perdu au milieu de la végétation. C'est lequel le nôtre? C'est celui-là, là. C'est assez excitant. C'est la face cachée de Bagan. Les touristes ne voient jamais ça, même les gens du coin ne viennent pas jusqu'ici. Il faut beaucoup marcher, c'est très reculé. Mais ça nous permet de découvrir la véritable architecture authentique de Bagan. Grâce à une poignée de passionnés comme Wintley et Simon, l'histoire de Bagan refait peu à peu surface. Bagan a toujours été un lieu de pèlerinage important en Asie. Aujourd'hui, c'est avant tout une partie de l'identité religieuse birmane qu'il faut sauver, le bouddhisme. Des centaines de moines vivent dans ce monastère qui menace de s'effondrer. Son nom, Ananda Okayong. Mais ce qui fait la vraie richesse de cet édifice se cache à l'intérieur. Un trésor auquel les bouddhistes tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Je ne sais pas où sont passés les gardiens du temple. Tu crois qu'on peut escalader? Mais pour y accéder, Scott et son équipe doivent une nouvelle fois prendre des risques. Ouah, celui-là fait vraiment peur. C'est complètement fissuré, avec un bloc entier qui se détache. Hey Chris, t'as la clé? Non, mais j'ai une corde. Il fait chaud ce matin. Là, on attend la clé du temple. Elle devrait arriver rapidement, mais en attendant, on va monter le scanner ici avec une corde. Ça semble être le meilleur moyen de monter le matériel. Ça va le faire. Et là, je dois attraper une corde. On prend toujours plein de choses avec nous. Gadgets, outils, mousquetons. Tu sais jamais de quoi tu as besoin. Et les cordes font toujours partie de la liste. Et au final, ça sert. Bon, ok, tout est là. Le monastère abrite les plus belles fresques de Bagan. Une priorité absolue pour l'UNESCO.
Peintes au XVIIe siècle, elles décrivent la vie quotidienne de la cité royale. Des scènes de guerre à l'arrivée des commerçants arabes et portugais. Ce sont des peintures très délicates, avec des couleurs très vives, qui sont très bien conservées. Elles ont survécu grâce au climat très sec de la région. Dans d'autres régions d'Asie, où le climat est tropical, les peintures de cette période ont en général disparu. Et ce serait une perte inestimable si elles venaient à disparaître. Et c'est grâce à la photogrammétrie que les ingénieurs californiens vont sauver la mémoire de ce monastère. Cette technique consiste à créer des images en 3D à partir de simples photographies. Anthony installe son Gigapan, le robot panoramique mis au point par la NASA. La tête robot est connectée à l'appareil et ça tourne, comme vous pouvez le voir, gauche, droite, haut, bas. Quand la photo est faite, la tête tourne et fait une deuxième image qui recouvre 60% de la première. Il faut faire de très nombreuses photos, alors le robot aide à réduire le nombre, c'est beaucoup plus efficace. Toutes les photos sont superposées et ça crée des modèles en 3 dimensions très détaillés. Le résultat du travail d'Anthony est une visite virtuelle plus vraie que nature. L'objectif dans cette pièce, c'est de faire des photos avec une précision d'1/3 de millimètre. De cette façon, on pourra voir tous les détails, comme les coups de pinceau extrêmement fins. Et même les poussières prises dans la peinture, eh bien on les enregistre aussi, car chaque détail a son importance. Ces fresques ont traversé les siècles. Leur état de conservation est exceptionnel. Si les archéologues de San Francisco peuvent encore travailler sur ces fresques vieilles de près de 500 ans, c'est grâce à un secret bien gardé par des générations d'artisans. Juste en dessous, c'est bon. Tu vois, ça colle. C'est juste assez transparent. Il n'y a pas d'impureté, c'est net. On est sur un bon filon, là. Un élixir de jouvence qu'il faut aller chercher en pleine nature. La résine de margousier. Elle n'est récoltée qu'une seule fois par an. On utilise cette résine pour la conservation des peintures murales. À l'époque, nos ancêtres se servaient déjà de cette matière pour coller les fresques sur les murs. C'est pourquoi nous perpétuons les traditions. Pour nous, c'est comme de l'or. Oukilin est archéologue, spécialisé dans la conservation des fresques de Bagan. Le dernier tremblement de terre a mis en péril des dizaines de chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, ce sont des peintures réalisées par des moines au XIIe siècle qu'il doit sauver, grâce à cette colle obtenue à partir de la résine. C'est un précieux remède contre le vieillissement. Les insectes détestent son goût amer car il contient un insecticide naturel. C'est pour ça qu'elles résistent à leurs attaques. L'autre qualité de cette colle, c'est qu'elle est très forte. Grâce à elle, le mortier se fixe et il adhère complètement au mur. Et on voit le résultat. Chaque restauration de fresque est un travail de patience et de précision, digne d'une opération chirurgicale. Regardez, juste ici, l'enduit des fresques s'est décollé et un espace s'est formé entre les 2 couches d'enduit. Comme on voit que la couche inférieure est devenue fragile et friable, on injecte la colle de résine de margousier. Cette technique permet de consolider la couche inférieure et de recoller les 2 couches entre elles. C'est vrai, je suis le docteur qui soigne la maladie des fresques.
Ces fresques avaient un rôle éducatif, car à cette époque, la plupart des gens ne savaient pas lire les écritures bouddhistes. Les peintures servaient à faire passer les messages clés des croyances religieuses et à enseigner l'histoire de Bouddha. En sauvant ces fresques, la Birmanie entend protéger sa culture religieuse. Mais les tremblements de terre ne sont pas la seule menace à peser sur ces trésors. Il y a bien pire, la main de l'homme. En 1975, un violent séisme frappe le site. Quelques années plus tard, la junte militaire lance une série de restaurations fantaisistes. Une campagne baptisée « Embellissement ». Les temples endommagés sont alors recoiffés de sommets flambant neufs. Pour les généraux, c'est l'occasion rêvée de fournir des contrats aux entreprises du bâtiment. Les Birmans étaient appelés à s'engager dans un programme baptisé « Adopter une pagode ». Il y avait des publicités à la télé, à la radio et dans les journaux. Et tous ceux qui en avaient les moyens pouvaient s'offrir un temple en le faisant rénover ou reconstruire. Les entrepreneurs qui ont mené les reconstructions ne connaissaient rien en techniques anciennes. Ils n'ont pas non plus respecté l'architecture traditionnelle. En fait, ils venaient avec leurs propres plans. Un homme a été le témoin de ce massacre du patrimoine birman. U Thant Thai était restaurateur des monuments historiques lorsque la junte était au pouvoir. Ça me fend le cœur. Regardez tous ces dégâts. C'est une honte. Les monuments de Bagan n'étaient pas du tout comme ça à l'origine. L'homme en sait long sur les véritables origines de ces destructions. Il tient à nous montrer de plus près ce que le dernier tremblement de terre a révélé. Ça, c'est le béton qu'ils ont utilisé pour reconstruire. Après le séisme de 1975. C'est tellement lourd. 3 ou 4 kilos. Et ils avaient mis aussi beaucoup de métal. Le temple Sulamani est l'un des plus beaux joyaux de la Cité des Rois. Il est aussi l'une des principales victimes des délires architecturaux de certains généraux. Voilà à quoi il ressemblait dans les années 70. Quelques années plus tard, l'édifice est coiffé d'un nouveau sommet. Le problème, c'est qu'ils avaient oublié de calculer le poids au sommet. Alors, comme vous voyez ici, en 2016, tout s'est effondré. Dans sa chute, le dôme de béton a endommagé des parties plus anciennes du bâtiment. Pour constater l'étendue des dégâts, Wintley, la jeune architecte birmane, nous conduit au sommet du Sulamani. Le sommet est tombé ici. Il a créé ce trou. Ce coin là-bas s'est effondré. Il est tombé là. Puis un autre morceau sur la première terrasse jusqu'au sol. À cause de ça, tous les angles de ce côté ont disparu. L'architecture du sommet n'était pas authentique, mais le reste est d'époque. Donc si ces structures ne sont pas compatibles, si elles ne sont pas bien connectées entre elles, ça peut tomber facilement. Pour réparer les erreurs du passé, il faut savoir remonter le temps. Ressusciter les techniques ancestrales des premiers bâtisseurs, retrouver leurs secrets et leurs gestes. Là, elle est en train de nettoyer avant de rejointoyer. Le rejointoiement, c'est quand on refait les joints et qu'on remplit les fissures.
Donc là, elle est en train de nettoyer. Fais voir le mortier, s'il te plaît. Ça, c'est l'un des produits qu'on utilise ici. C'est un mortier à base de chaux, de sable, de poudre de briques. Et ça nous donne ce mélange de la même couleur qu'à l'origine. Tous ces bâtiments ont été construits il y a très longtemps, à partir des matériaux et de techniques traditionnelles. Donc si on veut les restaurer et les maintenir en état, ces très vieux bâtiments, il faut appliquer de vieilles méthodes et utiliser des matériaux traditionnels. Ce temple sur lequel nous travaillons est au cœur d'un projet pilote de l'UNESCO qui vise à le sauver. Notre travail de recherche est utilisé pour le stabiliser et il aide les conservateurs à le restaurer. Le salut du Sulamani repose désormais sur l'alliance entre les nouvelles technologies et les savoir-faire traditionnels. On sait qu'à l'avenir, il y aura encore bien d'autres séismes. Alors d'ici là, tout ce qui aura été modélisé en 3 dimensions, toutes les copies virtuelles de ces temples nous seront d'une aide précieuse pour la reconstruction. Les tremblements de terre ont laissé de nombreux monuments de Bagan à l'état de ruine. Mais certaines cicatrices sont invisibles à l'œil nu. Aujourd'hui, Scott et son équipe veulent percer à jour les secrets d'une œuvre inestimable, enfermée à double tour dans ce sanctuaire. Une statue monumentale de Bouddha. Les archéologues vont faire parler la pierre avec un appareil révolutionnaire, le LIDAR. Un scanner laser qui permet d'analyser la matière et d'en créer un modèle en 3 dimensions. Le laser émis par ce boîtier est envoyé par ce miroir. Il rebondit sur la statue et revient vers le miroir avant de toucher le capteur. Ce qui est incroyable avec la technologie du scan au laser, c'est que cette machine peut enregistrer 1 million de points par seconde. Alors je vous laisse imaginer la quantité de détails qu'on peut enregistrer grâce à elle. Et ça, en un éclair. C'est le meilleur modèle que l'on est capable de produire aujourd'hui. Une qualité de résolution qui était encore impensable il y a 6 mois. Nos ordinateurs, nos logiciels et même nos méthodes de travail sont à la pointe de ce qui se fait en matière de capture 3D. La résolution est tellement élevée qu'il est difficile de trouver des ordinateurs suffisamment puissants pour lire nos images. La technologie laser utilisée par Scott donne ses premiers résultats. Le scan révèle plein de détails qu'on ne pouvait pas voir avant. Là, on a un exemple de vandalisme. Le laser du LIDAR agit comme un révélateur et fait apparaître différentes couches de matière. En analysant l'intensité du retour laser, les conservateurs peuvent étudier les structures, analyser les plâtres et révéler les différentes couches de matériaux. Et il suffit d'un seul scan pour obtenir ces informations. Vous pouvez clairement voir cette ligne entre le bleu et le vert. Et quand on regarde, d'un point de vue archéologique, on se rend compte que cette partie verte est originale et que la partie bleue, c'est de la pierre qui a été remplacée. Cette partie avait disparu il y a bien longtemps. La tête et le torse du Bouddha ne sont pas d'origine. La statue a probablement été reconstituée il y a quelques dizaines d'années. U Tan Tai, l'ancien restaurateur des monuments historiques, a passé sa vie à étudier et protéger Bagan.
L'érudit n'a aujourd'hui qu'une idée en tête, éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Le passé, c'est le passé. Mais aujourd'hui, nous devons apprendre de cela et nous devons changer les mentalités des gens. C'est pour cela que depuis 4 ans, j'ai commencé à enseigner à la nouvelle génération, et en particulier aux guides touristiques. U Tan Tai dispense son savoir dans un monastère. Ses étudiants sont les futurs gardiens de la Cité des Rois. L'art et l'architecture des monuments de Bagan sont de très haut niveau, aussi bien technique que spirituel. Si vous voyez un temple que vous ne connaissez pas, vous devez pouvoir dire à quelle époque il appartient, au premier coup d'œil. Et c'est pareil pour les fresques. Il faut connaître les différents types de murs et savoir dire si c'est du 11e, du 12e ou bien du 13e siècle. Et vous devez être en mesure d'expliquer tout cela aux touristes étrangers. Nous les anciens, on va bientôt partir à la retraite et on veut vous passer le relais. Retour au monastère d'Ananda au Kayang. Depuis quelques jours, Scott et son équipe sont intrigués par une fresque qu'ils ont découverte sur leur modèle 3D. Une scène représentant des jeunes femmes nues, des postures suggestives, en plein milieu de la salle de méditation. Scott a fait appel à U Kin Lin pour tenter d'en comprendre la signification. Voilà le modèle 3D de la salle. Et ce qu'on voit là, c'est cette partie du mur. Telle une bande dessinée, la scène est accompagnée de sa légende. Les inscriptions sont en birman ancien, U Kin Lin le maîtrise parfaitement. Là, c'est un poème. Koku Lakanache Pamamado. Ce qui veut dire « Les femmes se lavent pour être belles comme de l'or ». Ensuite, ah, ça y est, j'ai compris. L'un des garçons veut attirer l'attention de son copain. Il lui dit « Hé, toi, t'as pas vu les filles? Viens avec moi, elles sont en train de se laver à la rivière. » Alors il le tire par l'oreille. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faisait ces dessins pour enseigner aux moines et leur montrer à quoi ressemblait la vraie vie des laïcs, tester leur morale et les soumettre à la tentation. Ces nouvelles technologies nous aident à voir des choses invisibles à l'œil nu. Grâce à elles, nous arriverons à mieux comprendre notre héritage culturel. Quand on vous donnera ces fichiers, vous pourrez étudier chaque centimètre depuis votre bureau. En archéologie, nous essayons de révéler les traces du passé. Mais lorsque l'on fait des fouilles, on endommage souvent ce qu'on révèle. Ces technologies nous permettent d'enregistrer rapidement et précisément nos découvertes, et ça, c'est une révolution. On peut les étudier pendant des années sans les endommager. Et on pourrait même continuer à les analyser si le site n'existait plus physiquement. There. Go, Chris, go! Dernier jour pour l'équipe de SciArc avant le retour à San Francisco. Scott et ses amis ont concentré leur travail sur 3 temples. Le site en compte pourtant des milliers. La bande de geeks fait une dernière virée dans la ville impériale. Ici, tu prends un scooter, tu roules toute la journée et à la fin, t'as même pas découvert 1% du site. La visite improvisée conduit les explorateurs au temple Sulamani, à la découverte des histoires et des légendes,
enfermés entre ses murs. Il y a une légende qui entoure cet endroit, une histoire très sombre en fait. Le roi avait fait construire cet immense temple pour affirmer son pouvoir, mais 7 hommes furent envoyés pour l'assassiner. Ils se tranchèrent la gorge, tous les 7. Il fut donc impossible de savoir qui voulait la mort du roi. L'histoire de ce temple nous raconte à la fois la grandeur et la décadence de cet empire. Nous n'avons pas d'informations précises sur les raisons de la chute du royaume. L'une des hypothèses serait que l'armée s'est retrouvée très affaiblie, sans moyens, parce que toutes les ressources étaient consacrées au secteur religieux. Bagan serait ainsi devenu une cible facile pour les Mongols, qui étaient alors très puissants. Et l'empire fut envahi. Visible à des kilomètres, une cathédrale de bambou s'élève vers le ciel. Pour Scott et sa bande, le périple touche à sa fin. Ils ne résistent pas à la tentation de l'escalader. Ramène le drone par là à cause du vent. Utilisés depuis les origines de Bagan, ces Mikado géants sont des échafaudages qui servent à consolider et à réparer les bâtiments endommagés. L'occasion rêvée pour une dernière photo souvenir à 50 mètres du sol. Un peu d'air, ça fait du bien. On a fait du bon boulot, les gars. Elle est vraiment dingue, la vue qu'on a d'ici. C'est alors que les temples de Bagan sont à terre que la ville impériale pourrait renaître de ses cendres. Archéologues, ingénieurs et architectes se sont pressés à son chevet. Ils sont nombreux à vouloir lui offrir l'immortalité. Nous avons beaucoup à faire et il nous faudra du temps. Je ne sais même pas si je verrai ça de mon vivant. Peut-être, dans ma prochaine vie, je reviendrai travailler à Bagan. À l'époque, les ouvriers de la région construisaient tout à la main, brique par brique. Mais leur technique était très élaborée, car ces édifices sont restés debout pendant des siècles. C'est pour ça qu'il faut qu'on étudie leur savoir-faire, encore et encore. Les techniques du passé, la technologie de demain, la brique, le laser, les fresques et l'imagerie 3D, l'intelligence humaine, réunies à plusieurs siècles de distance. Aux États-Unis, j'ai travaillé pendant 5 ans comme architecte. Mais il me manquait quelque chose. Je cherchais un véritable sens à mon travail. Lorsque j'ai découvert la cyberarchéologie, j'ai trouvé ma voie. Tous les jours, quand je viens travailler, j'ai l'impression d'aider à préserver ces trésors de l'humanité. Nous voulons partager ces données pour favoriser la découverte et la connaissance. Grâce à la réalité virtuelle, nous pouvons rendre ces sites accessibles au plus grand nombre et peut-être donner l'envie d'aller les explorer soi-même. Même si la tâche est immense, Bagan peut compter sur des gardiens dévoués. Le site de Bagan est tellement immense qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est très difficile de gérer un lieu pareil. Et le développement de nouveaux standards technologiques fait de la conservation du site un travail sans fin. Et il nous reste encore énormément de choses à faire. Jusqu'à la fin de ma vie, je resterai amoureux de Bagan. Et mon vœu le plus cher serait de pouvoir me réincarner ici, pour pouvoir continuer à prendre soin de ces temples dans mes vies futures. À Bagan, Scott, Wintley, Ukilin et Utantai inventent l'archéologie de demain. Une science où les nouvelles technologies
se mettent au service des civilisations disparues.